Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Village Semences Séméo au Salon international de l'agriculture pour votre grand débat. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sensible pour le secteur des semences et plants, c'est celui des nouvelles directives de commercialisation des semences et plants. Et derrière tout cela, bien évidemment, il y a des enjeux de souveraineté. Alors pour parler de ces sujets, je vous présente nos invités. Dorothée André, bonjour. Alors, vous êtes chef d'unité santé des plantes à la Direction générale de la santé de la Commission européenne. Jérémy de Serle, bonjour Jérémy. Bonjour. Vous êtes député européen et puis aussi agriculteur, il faut le rappeler. C'est bien quand il y a des députés qui sont aussi de l'autre côté, si je puis dire, du tracteur. C'est ça. Et puis Claude Tabel, donc, qui représente la commission transversale réglementation chez SEMAE. Bonjour. Et en duplex, Guy Kassler de la Confédération paysanne. Guy, est-ce que vous nous entendez ? Je vous entends bien, bonjour à tout le monde. Voilà, et bien vous avez préféré rester dans votre campagne plutôt que de succomber au charme du salon de l'agriculture. Bon là, j'habite pas vraiment à Paris. On avait bien compris. Alors, moi je voudrais tout d'abord, Dorothée André, qu'on plante le décor et qu'on comprenne bien où on va, donc on va voir d'où on vient. Des directives, c'est quoi et pourquoi faire ? Bien. Voilà, allez-y, on vous entend. D'accord. Écoutez, les directives semences sont des directives qui existent depuis longtemps et qui tentent à réglementer la mise sur le marché des semences et plants. Donc c'est le début de la chaîne alimentaire, c'est très important ce que vous avez dit dans le contexte géopolitique et dans le contexte de crise sanitaire. On avait reconnu que le commerce des semences et plants était essentiel. Donc il s'agit de semences et plants des espèces agricoles, horticoles, fruitières, ornementales, la vigne, les forêts. Donc c'est extrêmement important d'avoir des semences et plants de qualité, avec la bonne identité, avec la bonne santé sanitaire. Et cette législation européenne prévoit que ces conditions soient les mêmes partout. Et il y a deux piliers, c'est l'enregistrement des variétés, qui font en sorte que les variétés sont bien décrites, que le fermier sache exactement ce qu'il achète, et aussi une certification des semences mises sur le marché pour assurer la qualité. Et grâce à cela, on a une industrie très développée, 20% de la production mondiale. Et comme je vous le disais, c'est une législation ancienne et qu'il s'agit de réviser. Alors, dès qu'on dit réviser les réglementations, généralement, chez les professionnels, ça provoque des poussées d'urticaire. Claude Tabel, il faut ou pas réviser ? Oui, bien sûr. Je pense que même si les directives sont anciennes, elles ont aussi un peu évolué avec le temps. Et je pense qu'il est sain et nécessaire de temps en temps de retoiletter, de revoir l'ensemble, parce que à force de rajouter, et là c'est vrai qu'en France on aime bien le faire, à force de rajouter des couches sur les couches, il faut que l'on revienne à l'essentiel du besoin, de l'intérêt de ces réglementations. Et je crois que Madame André l'a très bien dit, il y a deux piliers essentiels, l'inscription des variétés, le fait que l'on puisse les décrire, les connaître, et puis les règles de commercialisation pour avoir des semences de qualité. Et c'est très très important pour nous, ce sont vraiment les deux piliers de notre métier. Jérémy de Serle, avec votre double casquette d'agriculteur et de député européen, vous jugez comment cette nécessité de toiletter ces directives ? Déjà, juste en préambule, tous ces changements-là, toutes ces rediscussions-là et j'allais dire, ce toilettage, comme vous l'avez très bien exprimé, va sans doute prendre une dimension encore différente avec ce qui se passe en ce moment à l'est de l'Europe. Et ce que je veux dire par là, c'est que il faut qu'on reconnaisse et qu'on soit conscient déjà de la richesse des données que nous avons déjà et que nous réussissons déjà à aller chercher. Et bien sûr qu'il faut toujours aller plus loin, donc le retoilettage doit être autant souhaité par les agriculteurs, ou en tout cas par les producteurs et par ceux qui se servent de tout ça, que par aussi le consommateur au final, pour justement continuer de s'améliorer et d'être encore plus en phase avec les attentes sociétales, mais plus en phase aussi avec les besoins de production pour les producteurs. Donc je pense qu'on doit tous être favorables, mais en sachant aussi d'où on part. Et ce qui, je pense, en Europe est aussi une richesse, c'est des données qui sont déjà exceptionnelles, à mon avis. Guy Kassler, votre sentiment là-dessus sur le toilettage ?
Oui, c'est évident qu'on a besoin d'un toilettage. Aujourd'hui, on a une réglementation qui est faite avant tout pour ne donner accès au marché que à des semences qui peuvent être protégées par des droits de propriété intellectuelle, à savoir des variétés homogènes et stables et qui ne répondent plus du tout aux besoins qu'on a aujourd'hui pour pouvoir s'adapter à la fois au changement climatique et à l'impératif de sortir des pesticides. On a besoin aujourd'hui de deux choses essentielles. Plus de diversité. Moi, quand je sème, je ne sais pas s'il fera sec ou s'il fera très pluvieux. Or, le changement climatique, c'est un accroissement, une amplification des irrégularités et des excès climatiques. Donc, pour pouvoir s'adapter, il faut de la diversité. À l'heure actuelle, on n'a pas suffisamment de diversité intravariétale et aussi de diversité d'offres variétales. Et ensuite, il faut une meilleure adaptation locale. Parce qu'il n'y a pas deux terroirs qui sont les mêmes. Donc si on veut que les plantes puissent pousser sans l'homogénéisation des terroirs avec les pesticides et les engrais, il faut les adapter à chaque terroir. Et ça, il n'y a que les paysans qui peuvent le faire en sélectionnant leurs propres semences et en utilisant les semences issues de la récolte. Et pour ça, ils ne peuvent pas enregistrer des variétés chaque année quand ils sélectionnent uniquement pour eux et pour leurs voisins et pour leur terroir. Donc voilà, il faut réviser cette réglementation, mais pour plus de diversité et plus d'adaptation locale et enlever ces verrous de la propriété intellectuelle. Alors, Dorothée André, tout d'abord, plus de diversité. On parlera des verrous de la propriété intellectuelle ensuite avec Claude Tabel. D'accord. Donc plus de diversité, oui, c'est clair. La législation avait permis déjà une diversité avec un certain nombre de variétés au catalogue, mais malgré tout, il nous en faut plus et on compte sur les industriels et la recherche pour le faire. La législation va un peu les pousser dans la direction, c'est ce qu'on a l'intention de faire. Donc plus de diversité pour pouvoir répondre au changement climatique, pour avoir des variétés plus résistantes au stress hydrique, des variétés plus tolérantes aux maladies et aussi permettre des conditions peut-être différentes ou plus simples pour tout ce qui est matériel hétérogène, donc justement l'inverse de l'homogénéité, et permettre à ce matériel d'être enregistré des populations, du matériel hétérogène, du matériel biologique, permettre l'enregistrement de variétés pour la production biologique qui ont des caractéristiques un petit peu différentes pour permettre à atteindre des objectifs de la ferme à l'assiette, à savoir 25% d'agriculture biologique en 2030. Donc c'est bien notre but de permettre cette diversité. Aussi, changer peut-être les conditions pour les variétés traditionnelles, locales. Donc, prévoir un cadre allégé. Donc, tout ça est à l'examen. Parce que ce qu'on entend dans ce que dit M. Kassler et dans ce qu'il disait à l'instant, c'est arrêtez je vais schématiser, arrêtez de nous casser les pieds avec votre catalogue. Il y a des choses qu'on peut faire chez nous, qu'on sait faire, et on n'a pas besoin de vous pour ça. Ouais, on a permis déjà les variétés traditionnelles, mais on peut encore réfléchir à comment faciliter ces variétés, la mise sur le marché. Claude Tabel, je suppose que vous êtes un petit peu partagé quand vous entendez M. Kassler. Alors, je suis partagé dans le sens où je partage certaines de ses opinions, très franchement. Et notamment en ce qui concerne la diversité qui est attendue sur les exploitations par les agriculteurs. Et aujourd'hui, ce que l'on peut constater par rapport au secteur, on va dire, traditionnel, sans parler de matériel hétérogène, il y a de plus en plus de variétés qui sont inscrites, il y a de plus en plus d'offres, parce que les offres qui sont proposées sont effectivement beaucoup plus adaptées à des conditions locales que ce qu'elles étaient il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, on aura une convergence d'idées par rapport à cela. En ce qui concerne maintenant la question de la propriété intellectuelle, ce n'est pas l'objet à moins que je me trompe, mais des directives de commercialisation. C'est un autre sujet qui est un sujet de droit privé et pas de droit public. Pour revenir à la réglementation n'est pas uniquement une réglementation qui peut être contraignante. La réglementation, comme l'a dit très bien Madame André, elle a pour objectif d'inciter les acteurs, d'orienter les acteurs vers ce qui est attendu à la fois par l'ensemble des acteurs de la société. Et enfin, un dernier point, je voudrais qu'on ne se trompe pas, aujourd'hui, rien n'empêche un agriculteur
de développer son matériel hétérogène sur son exploitation et de le ressemer d'année en année. Ce dont on parle, c'est de la commercialisation, ce n'est pas de l'utilisation sur la ferme. Guy Kessler, c'est ça, hein, donc vous pouvez l'utiliser, mais uniquement chez vous. Ben, c'est justement ça le problème. Si on veut à la fois de la diversité et de la capacité d'adaptation de nos plantes au changement climatique, au changement de mode de culture aussi, hein, parce qu'on évolue comme tout le monde, si on se contente de multiplier en permanence, on perd de la diversité. L'échange de semences entre agriculteurs est une pratique ancestrale qui s'est toujours développée pour renouveler en permanence la diversité du stock semencier de la ferme. Oui, mais alors par exemple, ce que l'on peut aussi entendre, on a des difficultés à vous entendre, la liaison est assez difficile. Ce qu'on peut dire, c'est que finalement, vous parlez d'échange, mais Claude Tabel parle de commercialisation, c'est un peu ça l'idée. Donc quelque part, vous ne pouvez pas vous entendre là-dessus. Si, on s'entend bien. En France, on a aujourd'hui, depuis 2014, ça a été repris en 2016, une loi qui autorise les échanges de semences entre agriculteurs. Dans le cadre de l'échange, justement, et pas du commerce, à titre gratuit ou contre rémunération des frais. On fait des prix quand on travaille. L'industrie semencière n'a pas fait faillite, ça n'a pas remis en cause le catalogue. Aujourd'hui, cette question, elle est posée au niveau européen. D'ailleurs, dans les propositions de la Commission européenne, cette éventualité a été évoquée. Et nous militons pour que justement il y ait deux systèmes semenciers qui soient clairement reconnus. Un système commercial, dont parle Claude Tabel, et là je pense qu'on a aussi des convergences sur plus de diversité, il n'y a pas de problème. Tout le monde peut être d'accord. Et un système semencier paysan qui autorise les échanges de semences entre agriculteurs. Pour une raison très simple, tout le monde a besoin de ce système semencier. Les nouveaux caractères d'adaptation au changement climatique qui doivent être utilisés très rapidement, ils n'apparaissent pas dans les éprouvettes des laboratoires. Ils apparaissent dans les champs des agriculteurs et c'est les agriculteurs qui sélectionnent les semences qui vont les identifier. Et donc, c'est utile aussi pour l'industrie semencière que les agriculteurs puissent continuer à sélectionner et à échanger leurs semences. Alors, justement, attendez, on va poser la question à Dorothée André. Donc, un système à deux vitesses avec d'un côté des agriculteurs qui s'échangeraient entre guillemets leurs semences et puis de l'autre côté les industriels. C'est possible, c'est envisageable ? Écoutez, c'est justement une des questions qu'on va se poser. C'est-à-dire que pour l'instant, les agriculteurs ont le droit de garder des semences sur leur ferme, mais pas de les vendre ou de les commercialiser. Et ce sont une des options qu'on examine, c'est de voir est-ce qu'on peut essayer d'encadrer cet échange de semences à partir du moment où il ne s'agit pas de commercialisation entre agriculteurs. Il y a un modèle français, un modèle italien que nous sommes en train d'examiner. Nous consultons, on a un contractant, mais on consulte aussi sur ces différentes options. On va voir l'impact économique, social et environnemental de ces différentes options. Et donc, comme le dit M. Kessler, une des options, c'est de complètement sortir ces multiplications hors du champ des directives de commercialisation. L'autre option, c'est de les garder, ce qui ne lui plaît pas. Et la troisième option, c'est d'avoir un système, on va dire, encadré, comme c'est fait apparemment en France et en Italie. Et bon, c'est des cas qu'on étudie et qui seront... et pour lesquels il faudra faire un choix. Et donc, on a une consultation publique pour l'instant sur cette révision de la législation. Et on espère qu'on aura un maximum... Le pas de temps, la fin de la consultation publique, à quel moment ? Je crois que c'est le 23 ou 28 mars. Donc c'est demain. Oui, et donc c'est sur le site de la Commission. Tout le monde peut répondre. C'est une consultation publique sur la révision de la législation semences.
Puis on a aussi des groupes avec nos parties prenantes et Via Campesina et la Confédération paysanne en font partie. Donc ils sont les bienvenus à nous faire des propositions et puis on verra ce qu'on pourra proposer à la fin et qui satisfasse tout le monde, à savoir les grandes cultures, les petites multiplications, ce qui est homogène, hétérogène, hein, pour que tout le monde y trouve son compte. Alors, Jérémy de Serles, moi j'ai une question à vous poser sur l'actualité. Vous en parliez tout à l'heure, vous évoquiez ce qui se passe en ce moment avec cet envahissement de l'Ukraine par les troupes russes. Ces directives, on pouvait comprendre qu'il fallait les toiletter en temps de paix, si je puis dire, en temps de guerre. Est-ce qu'il faut qu'on revoie nos priorités? Et là, en tant que parlementaire européen, est-ce que vous dites, bon, peut-être pas aujourd'hui l'urgence des urgences de retoiletter tout ça? Faut pas qu'on freine la dynamique dans laquelle nous sommes partis sur tout un tas de sujets. Voilà, il y a une ambition environnementale, écologique et en matière de lutte contre le changement climatique qui est à mon avis justifiée au niveau européen. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Et ce que l'Europe doit apporter, c'est un encadrement. C'est pas de réglementer toujours et dire vous devez faire ça, vous devez faire ça. On doit encadrer et permettre aux États membres, aux régions, aux producteurs et aux acteurs finalement d'avoir quand même un nombre important de possibilités pour atteindre les objectifs qu'on se fixe. L'Europe doit encadrer, doit proposer, doit accompagner. On n'est pas que là, et on le dit souvent pour l'administration française, il faut qu'on retrouve une administration qui accompagne. Eh bien, il faut que l'Europe accompagne ces transitions. Et l'accompagnement, il ne se fait pas qu'en réglementant. Il se fait aussi en essayant justement d'encadrer gentiment, intelligemment. Mais alors on comprend qu'il y a plusieurs systèmes, il y a plusieurs visions. Visiblement, tous les partenaires européens ne parlent pas d'une seule et même voix sur ces questions de révision de la directive. Et c'est pour ça que l'encadrement doit quand même, je vais laisser répondre, mais c'est pour ça que l'encadrement doit quand même obliger les méthodes des uns et des autres à atteindre les objectifs. C'est ça, en gros, qu'on doit avoir. L'Europe doit effectivement exiger que les objectifs soient atteints avec les méthodes ou les pratiques de chacun des pays, des acteurs, quoi. Claude Tabel. Oui, sur ce sujet-là, on est obligé d'avoir une forme d'adaptation au niveau du pays, voire même au niveau local. Le matériel que l'on travaille, c'est un matériel qui est vivant et qui croît. Ce sont des plantes qui croissent dans un milieu donné avec des conditions particulières. Donc on ne peut pas imaginer avoir une réglementation qui s'applique de façon uniforme sur l'ensemble des pays de l'Union européenne. Donc ça, c'est une obligation. Il n'empêche, et nous le pensons sincèrement, la réglementation, elle est là pour donner des grandes directions, pour donner des objectifs, comme l'a dit Jérémy de Serles. Et c'est très très important que l'on puisse atteindre ces objectifs-là. Et c'est pour cela que l'on a besoin d'une réglementation. La réglementation, en France, on a souvent tendance à penser que la réglementation, elle est là pour embêter les gens. Non, elle est là pour répondre à des objectifs collectifs. Alors, est-ce que, malgré tout, ces réglementations vont pas encore faire de nous, les Français, et les producteurs de semences français notamment, les meilleurs élèves? Vous savez, celui qui veut toujours faire répondre au tableau le premier, qui lève la main sans arrêt, et finalement, ça revient parfois à se tirer une balle dans le pied. Eh ben justement, je pense qu'aujourd'hui, et c'est plutôt ce qu'essaye de pousser, alors bien sûr le gouvernement, l'État par son action, mais je pense aussi à finalement l'ensemble des pouvoirs publics, c'est de dire on essaye d'européaniser un maximum de sujets. Sur les sujets environnementaux, sur les sujets de la sortie des pesticides. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que l'Europe avance de la même voie de la même manière dans tous les États membres, et que la France, on ne soit pas les seuls à vouloir trop avancer ou à vouloir avancer tout seul dans notre coin. Et il y a vraiment une volonté, cette volonté-là, d'harmoniser les choses et d'européaniser les choses. Et je pense que la présidence française de l'Union dans laquelle nous nous trouvons, bien sûr, avec un contexte qui en plus s'est complexifié là dernièrement, mais doit nous pousser et nous motiver pour justement essayer de cranter un certain nombre de choses. Et une chose qui me paraît importante aussi, tout ce qu'on fait évoluer là, il faut qu'on ait en tête aussi de le protéger. Il
faut qu'on protège justement notre richesse de réglementation. C'est ce qui fait un peu, c'est ce qui fait un peu notre particularité. Et si ça, on ne sait pas s'en servir face au concert mondial, j'allais dire, eh bien, c'est dommageable pour l'Europe, quoi. Dorothée André, ces nouvelles directives, elles nous engagent pour combien d'années après? Une fois que allez, on va se projeter dans les mois, voire les années qui viennent, une fois que tout ça est signé, ça nous emmène sur quoi, 5 ans, 10 ans? Oh non, plus que ça, hein, parce que là, celles qui sont en vigueur, il y en a qui datent des années 60. Donc, depuis les années 60, l'agriculture a considérablement évolué. Voilà, c'est pour ça qu'il y a certaines choses qu'il faut véritablement toiletter et mettre à jour. Non, on peut être parti pour 20-30 ans. Hein. On ne va pas réviser la législation tous les 5 ans. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on ait des objectifs durables et qu'on intègre aussi l'aspect harmonisation, critères. C'est vrai que on ne va pas dire exactement comment y arriver, mais on va décrire une méthode et le résultat final sera peut-être différent selon les différents États membres. Il faut une flexibilité. Comme le disaient les collègues, ce sont des variétés qui doivent être adaptées. Donc on ne va pas imposer quelque chose. Il faut aussi... C'est pas du prêt à penser et du prêt à cultiver. Non. Et puis, si vous voulez, pour l'aspect des pays tiers, est-ce qu'on est les meilleurs de la classe et on va se punir ? Non, parce que les semences et les plants importés devront respecter notre législation. Ce qui veut dire que si on impose, par exemple, un enregistrement d'une variété ou avec des critères de durabilité, eh bien, quelqu'un qui veut exporter vers chez nous devra avoir enregistré la variété, multiplié selon nos conditions. Donc, ce sera tout à fait équitable. Ce sont exactement les mêmes conditions. Claude Tabel, ça se passe comment au niveau des semenciers de l'Union européenne, vos collègues des autres pays? Tout à l'heure, je me disais, est-ce que les parlementaires européens parlent de la même voix? Est-ce qu'il y a des discussions, parfois un peu soutenues avec vos collègues? Alors il y a des discussions, alors, je ne sais pas si elles sont soutenues, il y a des discussions qui sont logiques avec nos collègues. Il faut savoir que l'on a des organisations au niveau national, évidemment, et on a aussi une organisation européenne, et que l'organisation européenne qui représente les semenciers essaye d'arriver à faire la synthèse des attentes de tous les pays et de tous les particularismes donc, des pays de l'Union européenne. L'un des grands débats que l'on a aujourd'hui, très clairement, il est sur les questions de durabilité qu'a évoqué Madame André. Et donc, est-ce que ces critères de durabilité, quels sont-ils, comment seront-ils appliqués et est-ce qu'ils seront appliqués pour l'ensemble des espèces? Sachant qu'il y a des espèces qui sont des grandes espèces d'un point de vue couverture géographique, même si les variétés sont à adaptation locale, comme le blé, comme le maïs, et il y a des espèces qui sont beaucoup plus confidentielles. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut aussi avoir une réglementation qui soit proportionnée pour qu'on puisse atteindre les objectifs, mais que ce soit aussi supportable pour les acteurs de la filière. Guy Kessler, par rapport à ce que vous nous disiez tout à l'heure, je suppose que là, vous n'êtes pas franchement rassuré par ce qui se prépare. Ce qui se prépare, il y a des choses intéressantes, notamment, ça a été souligné tout à l'heure, l'ouverture au matériel hétérogène et l'éventualité de sortir les échanges entre agriculteurs de la réglementation. Donc, il y a des choses intéressantes. Après, moi, si j'achète des semences qui viennent de l'autre bout de l'Europe dans le cadre du marché unique, j'ai besoin de garanties officielles. J'ai besoin d'un commerce sain et loyal, ce sont les bases du commerce. Par contre, est-ce qu'il faut rajouter tout un tas de critères, par exemple la durabilité? Moi, j'estime que ce qui est durable, ce sont les systèmes agraires. Est-ce que un système agraire qui dépend complètement des engrais chimiques, de l'irrigation à outrance et des pesticides est durable? Moi, je pense que non, d'autres pensent que oui. Je pense que moi, j'étais en agriculture biologique, c'est plus durable que ces systèmes-là. Mais une même variété qui sera durable dans mon système parce que je cultive, par exemple, en mélange et qu'elle peut être sensible à un champignon, mais elle a beaucoup d'autres intérêts, notamment gustatifs ou autres. Mais le fait que je cultive un mélange de champignons ne peut pas se développer. Par contre, dans les monocultures industrielles, elle sera sensible aux champignons et elle ne sera pas durable. Donc on n'est pas nécessairement favorable à rajouter tout un tas de critères qui vont diminuer la diversité de l'offre semencière.
Claude Tabel, je suppose que vous n'êtes pas d'accord, parce que les semenciers pas durables, ça c'est peut-être quelque chose que vous avez un peu de mal à accepter. Oui, parce que bien évidemment, on est comme tout le monde, hein, on travaille aussi sur la durabilité des systèmes. Et il faut bien voir, j'ai coutume, mais Guy Kassler le sait, j'ai coutume de rappeler que nous travaillons la majorité de notre travail, à 90-95%, ce sont dans les champs, dans les conditions des agriculteurs, et que nous observons chaque année des millions de plantes pour essayer de trouver celles qui sont adaptées aux conditions dans lesquelles on travaille, qui sont bien évidemment les conditions des agriculteurs. Après, la question qu'il faut se poser derrière les critères de durabilité, c'est est-ce que l'on en fait une barrière à l'entrée, ce qui peut être nécessaire dans certains cas. Aujourd'hui, on a affiché au niveau de l'Europe des objectifs très ambitieux en matière de réduction des produits phytosanitaires, très ambitieux sur l'utilisation des engrais de synthèse. Et on sait, nous le savons tous, que la variété, l'amélioration des plantes est une solution, ce n'est pas la solution unique, mais est une solution pour répondre à ces objectifs-là. Donc il est peut-être nécessaire, dans le cadre de la réglementation, que l'on ait le courage aussi d'afficher ces objectifs-là, ne serait-ce qu'à titre d'information, pour certains cas, pour les agriculteurs. Les agriculteurs ont aussi besoin de savoir, lorsqu'ils sont intéressés par une variété, s'il y a bien la performance qui a été vérifiée au moment de l'inscription sur la liste nationale pour pouvoir la cultiver. Les objectifs de 2030 notamment, ils sont tenables selon vous en l'état actuel des choses ? Alors, ils sont tenables. J'espère qu'ils sont tenables. On fait tout pour, en tout cas. Après, il faut bien voir que le temps de la sélection n'est pas forcément le temps de la politique. Et c'est ce qu'on répète très souvent à tous les politiciens. Aujourd'hui, on est toujours dans un pas de temps. Alors, ça va dépendre des espèces, mais on va dire en moyenne une dizaine d'années pour trouver des variétés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les variétés de 2030, c'est dès maintenant qu'elles sont dans nos champs et que l'on essaye de les travailler. Donc, oui, on va espérer les tenir. Mais il faut aussi que l'on tienne compte de cette durée. Donc si je comprends bien, il y a à la fois la nécessité de voir ce qui va être cultivé dans la décennie qui vient, mais aussi de se projeter sur les 20-30 prochaines années. C'est peut-être ce qui rend l'exercice difficile. Oui, c'est sûr que c'est pas simple. Donc quelque part, on va pas tout prescrire. On va avoir des critères généraux de durabilité. Et on va faire en sorte, et on en parle déjà depuis un moment, donc les industriels le savent, ils savent aussi quels sont les objectifs de la ferme à la table, à savoir la réduction des pesticides et aussi en particulier ceci, donc pour qu'ils se préparent, parce que ça met du temps, et on va laisser quand même une marge suffisante pour que par après le marché s'oriente dans cette direction, mais sans que ce soit trop figé. C'est-à-dire on va mettre des méthodologies, on va mettre des critères, mais on va pas faire un livre de cuisine. Donc voilà, il va falloir rester dans les concepts sans aller trop dans le détail. On est en train d'examiner si on étend cet aspect durabilité à toutes les espèces, parce que pour certaines c'est déjà fait, comme ça a été dit, pour d'autres pas. Est-ce qu'on veut que ce soit obligatoire? Est-ce qu'on veut que ce soit volontaire? Comment est-ce qu'on le saura? Comment ce sera étiqueté? Donc tout ça, ce sont des éléments importants. Et puis au niveau de la Commission, il y a aussi un autre projet qui est la durabilité de la chaîne alimentaire, qui se surimpose à ce projet-ci. Et donc, où là, c'est pas seulement la durabilité de ce qui est semence, mais tout au long de la chaîne qui va être examinée. Et il faut que tous ces cadres-là soient cohérents et aillent dans la même direction. Mais je pense que la direction pour la recherche est quand même assez claire. Et les industriels peuvent se préparer. Alors, pour conclure, Jérémy, moi j'ai une question toute bête à vous poser. Quand on voit ce qui se passe en ce moment entre la Russie et l'Ukraine, est-ce qu'on ne se dit pas, quand on est parlementaire, bon, il serait peut-être temps de laisser ça un petit peu sous le bureau, d'attendre un peu, et puis de régler les problèmes plus urgents. Le problème plus urgent aujourd'hui, c'est comment éventuellement réagir au fait qu'il n'y ait plus de céréales qui arrivent d'Ukraine dans l'Union européenne. Il faut faire les deux. Il faut être offensif. Et il faut répondre justement aux attaques et à Poutine en montrant que l'Europe va être forte, parce qu'elle va être intelligente, elle va réussir à aller chercher les ambitions qu'elle s'est fixées, les objectifs qu'elle s'est fixés, en donnant la feuille de route, en encadrant, en faisant en sorte que les moyens soient donnés aux agricultrices et aux agriculteurs, aux producteurs,
et qu'on n'oppose pas les différents modèles, mais bien qu'on les accompagne. Et donc, il ne faut pas revoir à la baisse, il ne faut pas revoir les objectifs, il ne faut pas mettre sous le tapis, il faut juste se dire comment on met maintenant en œuvre là où on souhaite arriver, comment on met en route tout ça et comment on essaye d'être le plus pragmatique possible. Encore une fois, la stratégie Farm to Fork, pour l'instant, ce sont des objectifs. Et on l'appelle stratégie, mais une stratégie sans plan d'action, c'est pas tout à fait une stratégie. Donc maintenant, organisons-nous et soyons forts. Profitons de la richesse alimentaire et agricole européenne et ne réduisons pas justement la stratégie alimentaire européenne à de la baisse de production. Donc voilà, travaillons pour justement renforcer tout ça et atteindre nos objectifs. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci, madame, messieurs, d'avoir participé à cette émission et on vous retrouve très bientôt sur le plateau de Village Semences.